J'ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l'école ne vaut plus rien, même pas le pet d'une vieille grand-mère. Je m'appelle Céline Dior, j'ai 24 ans, je suis sénégalaise et je suis en France depuis 5 ans. Je suis business développeur dans une entreprise à Paris et je suis également auteure-écrivaine. Alors j'ai écrit 2 recueils de poèmes qui s'intitulent consécutivement Les routes de l'été et Méandre poétique. Alors Méandre poétique, c'est un recueil de poèmes qui traite des questions existentielles et Les routes de l'été, c'est plutôt un recueil de poèmes plus rose, plus luisant, qui traite des sujets qui parlent de voyage, qui parlent d'amour, qui parlent d'idées. Alors la littérature a été une passion qui m'a été, on va dire en quelque sorte forcée, parce que moi j'étais plutôt intéressée par la musique, par les arts scéniques, mais mon père s'y opposait. Donc, en quelque sorte, j'ai transféré les paroles de la chanson vers des paroles poétiques d'abord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la poésie, à Senghor, etc. Et aussi, en grandissant, j'ai eu le besoin de mieux connaître mon Afrique et de mieux connaître les autres univers. Et je me suis intéressée plutôt aux classiques africains, des ouvrages écrits par Amadou Hampâté-Bâ, Sédhiou Badjian, entre autres. Et ça a été pour moi une source pour aller mieux connaître l'Afrique, ses valeurs et aussi pouvoir, je me dis, essayer de transmettre parce que je suis aussi dans un exercice d'auteur. Je me dois aussi de pérenniser, de transmettre tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai vécu. Alors Amadou Kourouma est un auteur qui est né en Côte d'Ivoire et qui est décédé à Lyon en 2003, que j'ai connu à travers la liste qu'on nous dressait, des livres qu'on devait lire au collège, au lycée, mais également à travers les médias, par ses ouvrages très percutants, très illustres et par aussi ses récompenses littéraires qu'il a eues. C'est une personne que j'affectionne, on va dire, que j'apprécie aussi parce qu'il a pu, en tout cas, essayer de transmettre son savoir et une histoire de l'Afrique de manière très simpliciste, on va dire, à la nouvelle génération. Et je lui dis merci pour ses ouvrages et merci pour le courage qu'il a pris pour publier ses ouvrages assez percutants. Allah n'est pas obligé. Allah n'était pas obligé de me laisser finir le livre, mais il l'a fait. C'est un roman qui nous replonge dans un parcours qui a été dérouté à plusieurs reprises de son but, qui était de retrouver une tante. C'est le parcours d'un petit enfant, Brahim, qui est devenu un small soldier. Allah n'est pas obligé, c'est aussi un roman qui nous replonge dans l'Afrique coloniale, qui a été vissée dans les abysses de la guerre, du cannibalisme, de la sottise, de la cupidité, des gens qui l'ont dirigé. C'est aussi un roman qui parle de plusieurs choses, de l'excision, de la guerre, de la gente féminine, qui parle également des rapports de force entre les peuples, qui nous parle aussi des primates qu'il y a eu entre peuples frontaliers. Pour moi, c'est une peinture de manière sombre, mais qui reflète quand même l'Afrique à un moment donné de son histoire. Alors, Allah n'est pas obligé, c'est le récit d'un enfant, Birahima, qui se présente dès le début en 6 points. Et 1, m'appelle Birahima, suis petit nègre, pas parce que je suis black et gosse, non. Mais je suis petit nègre parce que je parle mal le français. Et 2, mon école n'est pas arrivée très loin. J'ai coupé cours élémentaire 2. J'ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l'école ne vaut plus rien, même pas le pet d'une vieille grand-mère. Et 3, je suis insolent, incorrect comme barbe d'un bouc et parle comme un salopard. Je dis pas comme les nègres noirs africains indigènes bien cravatés, merde, putain, salaud. J'emploie les mots malinqués comme faforo, comme nyamokode. Et 4, je veux bien m'excuser de vous parler vis-à-vis comme ça, parce que je ne suis qu'un enfant. Je suis 10 ou 12 ans. Il y a 2 ans, grand-mère disait 8 et maman 10. Et je parle beaucoup. Et 5, pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler approximatif, un français passable pour ne pas mélanger les pédales dans les gros mots, je possède 4 dictionnaires. Primo, le dictionnaire Larousse et le Petit Robert. Segundo, l'inventaire des particularités lexiques du français en Afrique noire. Et tertio, dictionnaire arabe. Et 6, c'est vrai, je suis pas chic et mignon. Je suis maudit parce que j'ai fait du mal à ma mère. Chez les nègres, noirs africains indigènes, quand tu as fâché ta maman, et si elle est morte avec cette colère dans son cœur, elle te maudit. Tu as la malédiction. Et rien ne marche chez toi et avec toi. Alors dans ce récit, on retrouve plusieurs thèmes. On retrouve l'orphelin, on retrouve l'excision, on retrouve plusieurs mots qui ont pour champ lexical la guerre notamment.
le sang, le viol, la cupidité, la sottise, le cannibalisme. Mais à côté de ces choses lugubres, on retrouve aussi l'humanisme et la bravoure venant de la gente féminine. Alors le premier passage marquant pour moi, c'est lorsqu'il a parlé de sa mère et lorsqu'il a peint le parcours assez pénible qu'a eu cette dernière, qui souffrait d'un ulcère à la jambe et qui a finalement succombé à cela. Ce qui m'a fait mal, c'est ce rapport en fait entre fils et maman qui a été du coup détourné par on va dire, une accusation de sorcellerie. Ça m'a fait très mal parce que je me disais, j'avais eu à faire une objection sur cette partie en me disant que c'est impossible qu'on mette au monde et qu'on déteste derrière. Brahim revient sur ces mots en décrivant la tâche qu'il avait avec sa mère qui n'était pas du tout appréciée. Et je me mets à sa place, il dit ceci. Quand j'ai appris tout ça, quand j'ai su la sorcellerie de ma mère, quand j'ai su qu'elle mangeait dans sa jambe pourrie, tellement j'étais surpris, estomaqué, que j'ai trop pleuré, 4 jours et nuits. Matin, 5e jour, je suis partie de la case avec décision de ne plus manger avec maman. Tellement je la trouvais dégoûtante. Alors l'autre parcours qui m'a aussi marqué, c'est celui de Mère Béatrice, une religieuse, qui malgré sa soutane tenait une kalachnikov quand même, et qui nourrissait beaucoup d'âmes, beaucoup de bouches on va dire, dans ce Libéria ensanglanté, où la famine menait, où la pauvreté planait. Et malgré les primates, on va dire, les menaces des fighters, de l'autorité qui était là, elle a pu tenir et elle a quand même aussi relevé le défi en protégeant les femmes, en nourrissant les enfants. Une autre personne qui s'est démarquée par son combat et son courage, c'est Adja Aminata Gabriel, qui protégeait les filles contre les violeurs, les agresseurs. Elle n'était pas sainte à 100% parce qu'elle séquestrait les filles aussi et pratiquait l'excision. Même si dans leur contexte c'était quelque chose de normal, c'est un acte condamné. Un autre passage qui m'a marqué, c'est lorsqu'il a parlé de la Sierra Leone et j'ai compris que ce livre en fait c'était un parcours qui parlait de tout, toute la partie ouest africaine. Et l'auteur a pu camper le décor pour nous, en tout cas nous a permis de découvrir d'autres histoires qui se passaient dans les pays parallèles, on va dire les pays frontaliers. C'est la Sierra Leone qui avait à peu près le même sort que le Libéria, qui était lui aussi sous les abysses infernales de la guerre. Et l'auteur revient par des mots suivants. La Sierra Leone, c'est le bordel. Oui, le bordel au carré. On dit qu'un pays est le bordel au simple quand des bandits de grand chemin se partagent le pays, comme au Libéria. Mais quand, en plus des bandits, des associations et des démocrates s'en mêlent, ça devient plus qu'au simple. C'est pour ça on dit qu'en Sierra Leone, règne plus que le bordel, règne le bordel au carré. Mais mon passage préféré reste la fin. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le livre. Alors au terme de ce récit, je réalise que l'Afrique vient de très loin et que ses tentacules ont été plongés dans l'atrocité à un degré exponentiel, qu'elle a longtemps traîné dans ces guerres, ce tribalisme, cette cupidité. Et il est grand temps pour nous, en fait, cette génération actuelle, de prendre en considération tout ça et ne pas refaire ce même schéma et aussi de soustraire cette configuration qui est quoi? Que les parties externes viennent toujours à la recherche de nos richesses et s'appuient sur l'hypocrisie ou la main qui a été tendue par les traîtres en gros de l'Afrique. L'heure est maintenant à l'atteinte des objectifs, mais sur un socle pas ensanglanté, mais sur un socle plein de valeurs, plein d'unité, d'union et de solidarité. Et l'heure est aussi à, on va dire, une fédération des forces, une fédération des savoirs, et l'heure aussi est au militantisme, on va dire, pas de façon activiste comme pendant ce temps avec les guerres et tout, mais avec l'idée, avec le travail, avec le développement durable, la croissance qui est pérenne et propre aussi. Alors mes sentiments en refermant le livre, ça a été en crescendo d'abord. De la colère, on va dire, de la compassion, mais au-delà de tout ça, ça m'a revigoré et ça m'a levé les yeux vers un futur plus luisant qui est très loin et qui ne se rapproche pas de ces périodes sombres. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de changements qui sont réalisés actuellement et qu'on peut effacer ce tournant tumultueux et
épouser une Afrique prospère, une Afrique durable, une Afrique paisible. Les leçons à tirer, c'est toujours, moi je dirais deux choses. Que la violence appelle la violence. Que la violence n'est pas le remède à tous les maux. Et on a vu avec l'exemple des dictateurs ou des dirigeants en tout cas, que celui qui a tué par l'épée périra par l'épée. L'heure n'est plus à la violence, l'heure est à la réflexion, à la cohésion des idées pour avancer. Alors le deuxième, ça a été le manque de solidarité parce qu'on a vu que c'était la brebis galeuse, parce que c'était des pouvoirs externes qui n'étaient pas autochtones ni ne connaissaient pas bien le pays, qui ont quand même réussi à s'imposer. Je me suis dit, grâce à quoi? Mais grâce à des mailles qui ont été en quelque sorte le résultat de la désunion, du manque de solidarité. Donc moi je dirais tout simplement que voilà, il faut être solidaire, parce que face à la solidarité, l'ennemi ne passera jamais. Dans cette mouvance, je vous invite à découvrir l'ouvrage de Tidjane Ndiaye, Les génocides voilés, qui est une enquête historique qui revient sur la traite des Noirs par le monde arabo-musulman. Et le second ouvrage, c'est celui de Fatou Diom, Le vent de l'Atlantique, qui traite de l'immigration, qui est toujours d'actualité et qui semble être un problème sans solution actuellement.